thème a été rappelé. Et en guise d'introduction, je voudrais dire que dans notre pays, il est devenu récurrent depuis bien longtemps déjà, notamment depuis le début, ou surtout le milieu des années 90, que les lois électorales se retrouvent au centre de l'actualité. Chaque fois que l'on voit point des élections à l'horizon, des échéances électorales. Il est vrai que les lois électorales ont une importance locale, une importance particulière en régime démocratique. En effet, si en démocratie, l'élection est généralement considérée comme le libre choix par les citoyens, par le peuple, libre choix des personnes appelées à les diriger, à les représenter, c'est vrai aussi que l'élection est encadrée par des lois. Le Code électoral du Bénin lui-même l'a défini comme le choix libre par le peuple du ou des citoyens appelés à conduire, à gérer ou à participer à la gestion des affaires publiques. Au fond, les lois électorales encadrent, on peut le dire, l'un des droits les plus essentiels des citoyens. Le droit d'élire et d'être élu. Le droit de choisir ses dirigeants, c'est-à-dire ceux à qui le peuple donne mandat pour telle ou telle charge, de le représenter, mais aussi à qui le peuple donne le droit de se présenter au choix des concitoyens. Les lois électorales ont donc vocation à encadrer ce droit fondamental, ce droit essentiel. Mais si elles ont vocation à l'encadrer, elles doivent permettre en quelque sorte l'éclosion de ce droit. Elle doit permettre son exercice, elle doit permettre son éclosion de façon à ce qu'il puisse s'exercer dans les meilleures conditions possibles de liberté, de sécurité, de fiabilité, d'intégrité. Autrement dit, les lois électorales en régime démocratique doivent faire en sorte que le libre choix de l'électeur puisse s'exercer et puisse s'exprimer pleinement, sans faille et sans aucune entrave. En définitive, le libre choix de l'électeur est à la fois le fondement et la finalité des lois électorales. Peut-on en dire autant lorsqu'on examine les différentes lois électorales que notre pays a pu prendre depuis 1990? Est-ce que le libre choix de l'électeur en a été le fondement, la finalité? En d'autres termes, nos différentes lois électorales ont-elles répondu ou répondent-elles à la nécessité absolue de respecter et de préserver le choix absolu de l'électeur? Le libre choix de l'électeur, le choix absolu de l'électeur de se présenter sous réserve de certaines conditions au suffrage de ses concitoyens. Son libre choix, c'est son choix sans aucune entrave de choisir ceux à qui il délègue une partie de ses responsabilités, on peut dire, à qui il délègue la charge de le représenter, de les représenter. Pour examiner cette question, nous nous proposons d'examiner l'évolution des différentes lois électorales depuis 1990 au regard de 4 critères. On peut regarder les lois électorales sous divers angles. Et il y a de la matière. Pour ma part, j'ai retenu 4 angles d'analyse qui vont permettre de regarder l'évolution des lois électorales et en même temps de les comparer, de voir ce qui les caractérise. Le premier critère, c'est les conditions de participation aux élections. Les conditions à remplir pour présenter une liste aux élections législatives, les conditions à remplir pour se présenter à l'élection présidentielle, la caution, la constitution des listes, l'acceptation des coalitions, des alliances, etc. Ça va être le premier critère, donc les conditions de participation aux élections. Le deuxième critère, les conditions
à remplir pour participer à la distribution des sièges. Quand on va aux élections législatives, par exemple, d'une loi électorale à l'autre, quelles sont les conditions pour participer à la distribution des sièges? Est-ce qu'elles ont évolué? Dans quel sens? Troisième critère d'analyse, le contrôle de la gestion du processus électoral. Comment a évolué l'organe de gestion des élections? On peut penser à la Cour constitutionnelle, on peut penser à la Sénat. Le temps n'a pas permis d'aller en profondeur pour ce qui concerne la Cour constitutionnelle, donc je n'en parlerai quasiment pas. Le temps va être consacré plutôt à la Sénat. Comment est-ce que la Sénat a évolué d'une loi électorale à l'autre? Surtout que les partis politiques ont toujours eu le souci de contrôler l'organe de gestion des élections. De ce point de vue, quelle a été l'évolution? Et le quatrième critère d'analyse, c'est ce qu'ont fait les partis politiques pour réduire le coût des élections. Mais réduire le coût des élections, je dirais, sur eux-mêmes. J'y reviendrai tout à l'heure. Le coût des dépenses électorales sur eux-mêmes. Voilà donc les 4 critères d'analyse. Et avant d'aborder le premier critère, je tiens à préciser qu'on peut observer d'ores et déjà qu'il y a eu 2 périodes. Il y a eu la période de 1990 jusqu'à 2019. Et on a une deuxième période, je rentrerai dans les détails sur une deuxième période qui va, disons, de 2019, avec les lois qui ont été prises à partir de 2019 jusqu'à maintenant, jusqu'à 2024. Donc, en analysant l'évolution des lois sous chacun des critères mentionnés, on fera les 2 périodes, on tiendra compte des 2 périodes. Alors, premier critère, comment est-ce que les lois électorales ont évolué au regard des conditions de participation aux élections? Il s'agit ici d'examiner l'évolution des lois électorales sous la période considérée au regard des conditions que j'ai mentionnées tout à l'heure déjà, candidature, caution, constitution des listes, acceptation, etc. Les alliances, etc. Si on prend la première période de 90 à 2019, les conditions de participation aux élections, qu'elles soient présidentielles, qu'elles soient législatives, étaient relativement simples et aisées. Je vais citer de temps en temps des extraits de la loi, mais c'est des extraits qu'on a, c'est des phrases délibérées, des formulations qu'on a retrouvées quasiment sans changement d'une élection à l'autre. Les quelques fois il y a des changements, j'aurai l'occasion d'attirer votre attention dessus. Alors, selon la loi 94-015 du 27 janvier 1995, qui définit les règles particulières pour l'élection des membres de l'Assemblée nationale, tout électeur est éligible sous réserve des dispositions relatives à la nationalité, l'âge, la résidence et certains cas liés à des condamnations judiciaires. Cela suppose bien sûr que la personne remplit ces conditions prescrites déjà pour être électeur et éligible. Le dépôt de la candidature, dépôt de la déclaration de candidature était fait comme un récépissé provisoire qui devenait définitif après le contrôle de la recevabilité des candidatures et le paiement d'une caution selon le cas, caution qui a évolué aussi dans le temps. Il faut préciser aussi que les partis politiques avaient la possibilité de se présenter pour les élections législatives en alliance. Ils pourraient se présenter seuls ou en alliance. En ce qui concerne la candidature à l'élection présidentielle, la loi 2000-19 du 3 janvier 2001, par exemple, qui définit les conditions particulières, les règles particulières pour l'élection du président de la République, à l'instar des autres lois de la même période, liste ainsi les critères pour être éligible à la fonction présidentielle. C'était l'article 4 de cette loi, mais comme j'ai dit, c'était le même article qui revenait dans la plupart des lois avant 2019. Nul ne peut être candidat en fonction de président de la République s'il n'est de nationalité béninoise de naissance ou acquise depuis au
au moins 10 ans, s'il n'est de grande moralité, de bonne moralité et d'une grande probité, s'il ne joue de tous ses droits civils et politiques, il y a la condition d'âge que vous connaissez, 40 ans au moins 70 ans ou plus, s'il ne réside sur le territoire national au moment des élections, j'attire votre attention dessus. Ici, la loi dit au moment des élections. Cet élément va être changé après. Et s'il ne jouit d'un état complet de bien-être physique et mental, vous connaissez la visite médicale obligatoire avec des médecins désignés par la Cour constitutionnelle. À partir de 2019, donc, des changements importants vont modifier considérablement ces critères de sélection. Quels sont-ils? Alors, à partir de 2019, on a 2 nouvelles lois. Donc, un changement pour certains articles entre les deux. On a d'abord la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019. Le code électoral donc, de 2019 va introduire de nouvelles dispositions. Dès lors, première chose, les alliances de partis politiques ne sont plus autorisées à présenter des listes de candidats aux législatives. De nouveaux critères apparaissent dans les conditions de recevabilité des candidatures. L'exigence d'un quitus fiscal des 3 dernières années précédant la date de dépôt des candidatures et attestant que le candidat est à jour du paiement de ses impôts. Première chose. Et deuxième chose, les parrainages recueillis sur des formulaires nominatifs mis à la disposition des élus concernés par la Sénat pour les candidats à l'élection présidentielle. Et c'est le directeur général des impôts qui a à charge de délivrer le quitus fiscal. Il y a le plafonnement des dépenses de campagne, ça c'est aussi un élément dans le nouveau code électoral. 1 500 000 pour les élections communales, 30 millions par candidat aux législatives et 2 500 millions pour l'élection du président de la République. Autre changement de taille pour l'élection présidentielle, il faut désormais un duo président de la République, vice-président. Donc c'est un duo de candidats qui est désormais admis à compétir. Une bonne chose, c'est que l'article 131 fixe désormais la date, de façon plus précise, la date d'entrée en fonction et de prestation de serment du nouveau président de la République élu au 4e dimanche du mois de juin. En ce qui concerne les conditions remplies pour la recevabilité de la candidature à l'élection présidentielle, l'article 132 fait apparaître quelques nouvelles conditions. Alors, il ne faut pas avoir été élu 2 fois président de la République et exercer comme tel, donc ne pas avoir déjà fait 2 mandats, être présent en République du Bénin au moment du dépôt de la candidature. Vous voyez la nuance avec l'élément que je souhaitais attirer votre attention tout à l'heure. Avant, il fallait être présent au moment des élections. Il y a eu d'ailleurs une jurisprudence de la Cour constitutionnelle sur cette question. Quand il s'est agi, je crois à l'occasion, c'était au sujet du candidat, il y a eu une de définir ce qu'on appelait le temps, le moment des élections. Et la Cour l'avait déterminé. Ça a évolué. Ici, on dit qu'il faut être présent en République du Bénin lors du dépôt de la candidature. Un nouvel élément, c'est aussi, un autre élément, c'est qu'il faut être dûment parrainé par un nombre de députés et ou de maires correspondant à au moins 10% de l'ensemble des maires et des députés. Le montant du cautionnement, là aussi, a été modifié. Finalement, ça a été porté à 50 millions, article 138. Les mandats parlementaires, pour ce qui concerne donc les députés, ne sont plus des mandats renouvelables indéfiniment. Le député est rééligible 2 fois. Ça veut dire qu'il a droit à 3 mandats. Et il y a l'apparition d'un quota, l'augmentation du nombre de sièges au Parlement qui passe de 83 à 109, dont 24 sièges, c'est ça le quota, exclusivement réservé aux femmes. Avec l'obligation pour les partis politiques sur les listes de candidature de comprendre
dans les candidats, dans les sièges, les candidats au siège à pourvoir, une femme et sa suppléante, spécialement présentée au titre des sièges réservés.